agronome et producteur agricole. Donc, on va vous présenter là, nos réussites, quelques réussites, puis aussi quelques enjeux qu'on a. Fait qu'à chaque seconde, 50 pommes de terre se font laver et emballer chez Patate Delbecq, à chaque seconde. Puis en parallèle, il y a au moins 2000 données qui sont accumulées par seconde en haute saison. Ça, c'est règle du pouce, là. On a trouvé ça de même, là. Puis on n'a pas inclus, si on cartographie les cartes de précipitation et tout ça qu'on veut faire plus tard, ça va exploser. Non. Donc, c'est quoi Patate Delbecq? Où est-ce que ça se situe? C'est entre Québec et Trois-Rivières, sur la rive nord du fleuve. C'est 3900 hectares de terre. C'est 160 champs dans 12 municipalités. C'est 110 millions de livres de pommes de terre. Donc ça fait 11 millions de sacs de pommes de terre emballés par année. 25 variétés, 25 tracteurs et autres machineries qui peuvent marcher en même temps dans les champs, qui font toutes sortes de choses. 21 entrepôts qui prennent des données, etc. Bon, c'est juste donner un portrait. Ensuite, mise en contexte. Donc, j'ai commencé ma carrière en 98, lorsque les capteurs de rendement venaient juste d'arriver au Québec. Donc, Patate Delbecq, c'était une des entreprises à avoir un capteur de rendement. Mon rôle, c'était de corréler les capteurs, les données des capteurs, avec des analyses de sol. Donc, c'était le début de l'agriculture de précision au Québec dans ces années-là. Ensuite, on a vraiment vu une évolution rapide des technologies. Donc là, les machineries arrivaient, de toutes sortes de bébelles qui arrivaient, puis qui alimentaient les producteurs. Là, on a vu vraiment la qualité de production chez les producteurs améliorée. Par exemple, juste les tracteurs autoguidés. Imaginez qu'est-ce que ça peut faire comme bienfait, là. Avoir des rangs droits, les roues arrêtaient de frotter après les rangs, on avait moins de blessures, on avait moins de vertes. Les pulvérisateurs étaient tout contrôlés. On pouvait suivre les doses aussi à l'écran. Il n'y avait plus de croisement parce qu'il y avait des coupures de section, des choses comme ça. Donc, les pesticides ont diminué parce que c'était mieux appliqué. Donc, il y avait vraiment beaucoup de bienfaits juste par l'amélioration des techniques puis l'amélioration de la machinerie. Évidemment que les données... Hein? On a accumulé des données, mais on les a accumulées, puis on les accumule encore. Donc, on essaie de travailler, mais on les accumule plus qu'on les travaille. Puis, on ajoute à ça tout notre système de traçabilité, au centre d'emballage. On a développé un algorithme pour photographier les pommes de terre qui se font laver. Puis, ils sont photographiés plusieurs fois. Puis, toutes ces données-là, on peut les corréler aussi avec ce qu'on a fait avant dans le champ. Donc, dans le fond, c'est notre bulletin, Juliette puis moi, là, quand ça se fait laver, là. Donc, toutes ces données-là, on les accumule aussi. Puis, qu'est-ce qu'on fait tout à fait? Présentement, c'est seulement des analyses descriptives de nos données. Donc, des indices de clés de performance, puis des choses comme ça. Donc, on fait des tableaux indicateurs, qu'on suit des tendances et tout ça. Bon. Donc, là, j'ai mis la table. Je vais laisser Juliette vous parler un peu de nos enjeux, puis comment on va s'y prendre pour régler ça. Ça marche-tu, ça? Bon. Fait que là, vous regardez ça, puis vous devez vous dire, tabarnouche, ils doivent être bons, eux autres. Ça fait tellement longtemps qu'ils accumulent des données, ils doivent savoir quoi faire avec. Mais, dans le fond, on n'est pas ici pour se péter les bretelles. Au contraire, on est ici vraiment en toute humilité pour dire que c'est un défi pour nous aussi, puis surtout pour nous, en fait, parce que justement, on a toutes ces données-là, puis Philippe il a nommé les données, mais il y en a plein d'autres qu'on pense même pas, puis qu'on a depuis des années. Après ça, dans le fond, ça, c'était plus pour expliquer notre situation. Fait que dans l'acquisition de données, là, on est vraiment bon. On a passé cette étape. On est rendu plus à l'étape là, de structuration des données. C'est sûr que en ce moment, là, on a fonctionné longtemps avec des classeurs Excel, des SharePoint, des outils de visualisateurs là, d'indicateurs comme Power BI, ces affaires-là. On commence à effleurer le Power Query, là, puis toutes ces affaires-là. On a aussi, comme Philippe disait, nos tracteurs, là, tout est connecté avec John Deere. Nos 25 tracteurs, c'est
c'est des John Deere, même que nos tracteurs qui sont pas John Deere, on les a connectés John Deere. Donc, pour justement avoir une grande simplicité de données, puis centraliser nos données. Parce que oui, ça a des downsides, le revers de la médaille, mais pour nous, c'est quand même quelque chose qui est vraiment plus pratique, si on peut dire. Fait que pour structurer nos données, essayer de centraliser tout ça, on a engagé une firme externe là, qui va nous aider à ça parce que l'analyse des données, c'est vraiment, tu sais, vous le savez, là, vous autres, vous travaillez, vous faites votre carrière avec ça, là, tu sais, nous, c'est pas ça notre carrière. Nous, notre carrière, c'est d'être agronome puis de s'assurer que les opérations se font bien au champ, tout ça. Fait que l'analyse des données, ça sort quand même de notre champ de compétences. Fait qu'on n'a pas le choix d'aller chercher là, de l'aide à l'externe pour faire ça. Fait que l'analyse des données, c'est vraiment, dans notre cas, c'est vraiment du cas par cas. Fait que quand on a des hypothèses à vérifier, des projets de recherche, des côte à côte, ces affaires-là, on va faire une demande à l'externe pour nous aider à analyser ces données-là, mais c'est vraiment dans un sens. T'sais, on a une hypothèse à vérifier, on va aller analyser les données pour vérifier. Ça, c'est pas... Je le vois un peu comme à deux niveaux. En tout cas, on en reparlera plus tard, là, mais c'est ça. Puis, ben, on touche un petit peu à l'intelligence artificielle, là, comme Philippe parlait avec le centre d'emballage. Mais tout ça pour dire que c'est pas... on a des lacunes au niveau de la gestion des données, c'est certain. Next. Ah ouais. Bon, ben pour vous dire, dans le fond, il y a des exemples là, qu'on fait d'agriculture de précision, qu'on peut peut-être parler des trucs qu'on fait depuis plusieurs années. Comme, mettons, on a fait des essais de semis à taux variable dans le maïs. Bon, ben, avec l'agriculture de précision, on est capable de faire des cartes de prescription. Fait que le gars, avec son tracteur, le semoir, ça va changer toute seule ses doses de semis. J'ai pas besoin de dire ici, mets telle dose, ici, mets telle dose. Il part, puis ça se fait toute seule. C'est tout moi qui a préprogrammé ça. Ça, dans le fond, c'est la plateforme de John Deere. Tout ça pour dire que ces données-là, on les a fait analyser. Ça nous permet de faire des tests à plus grande échelle, mais on n'est quand même pas capable d'analyser systématiquement nos données. Après ça, dans les autres, tu peux... Tu parlais du test? Taux de semis? Ah, ben, c'est un test de taux de semis qu'on a fait pour savoir si le taux de semis dans le maïs influençait le rendement, mais c'est pas tant le test plus que la démarche, là. C'était pas significatif, en passant. Donc, dans les autres trucs qu'on fait, on fait des applications de pesticides à taux variable. Dans le fond, on fait des cartes de prescription en fonction des ennemis de culture qui existent. Mais là, je vais passer vite parce que c'est ça. Puis, on fait aussi des herbicides dans le blé d'automne, mais on a un beau petit vidéo pour ça. Fait que faut tu sais, il me l'a mis comme... T'as juste à cliquer, non? Clique. Encore. Et voilà. Oui. Ici, on se trouve dans un champ de blé d'automne. Ce champ de blé d'automne, c'est un blé qu'on a semé à l'automne, ici au début septembre, puis qu'on va récolter l'année d'après, cette année, en juillet. L'avantage, ça nous permet d'avoir une culture déjà en place l'année d'après. Également, ça procure une couverture au sol pour l'hiver. Donc, pour prévenir l'érosion, c'est parfait. Aussi, le blé d'automne a un rendement plus élevé que le blé de printemps. Mais le désavantage, il peut avoir des pertes à l'hiver. Qu'est-ce qui arrive, c'est que les mauvaises herbes peuvent prendre le dessus dans les trous où il n'y a pas de blé, puisque le blé ne pourra pas faire compétition aux mauvaises herbes. Tout autour où les mauvaises herbes vont rentrer dans le blé, on ne pourra même pas le récolter. C'est au moins un autre 10% qu'il faut rajouter. Pour un champ de cette taille-là, une perte de 10%, c'est 20 tonnes de blé qu'on jettera aux poubelles. Une solution qu'on a, c'est d'utiliser de l'agriculture de précision pour combattre les mauvaises herbes, mais sans toucher au blé. Pour faire ça, nous, on a accès à des images satellites en continu pour voir l'évolution de la santé des champs. Moi, à partir de ça, je suis capable de séparer les zones puis de dire, bon, ben dans cette zone-là, on va appliquer un produit, dans cette zone-là, on n'appliquera pas de produit. Cette arrosoir-là, elle est particulière parce qu'on a changé ses buses pour mettre des buses exact apply. Chaque buse est indépendante et peut être contrôlée indépendamment des autres buses. Fait que moi, quand je fais des zones d'application comme ça ici, puis ça coupe à 90, il y a juste les buses qui devraient appliquer dans la zone qui vont fonctionner. Les autres vont toutes se couper. C'est vraiment ça le principe de l'agriculture raisonnée, c'est de dire on va appliquer des pesticides vraiment juste où ce qu'on en a besoin. Les endroits où on sait que la culture, que le blé va prendre le dessus sur les mauvaises herbes, on n'aura pas besoin d'appliquer d'herbicides.
Fait que ça, dans le fond, c'est vraiment des exemples simples d'applications d'agriculture de précision qu'on peut utiliser à la ferme, mais dans d'autres cas, on a des projets qui étaient un peu plus next level, là, que je vais laisser Philippe parler. Donc, un des projets next level, on a essayé de contrôler les dorifores, mais vraiment à taux variable. On voulait vraiment traiter où est-ce qu'il y avait des dorifores. Donc, pourquoi qu'on est arrivé à ce projet-là? C'est qu'on s'est demandé, dans tout ce qu'on peut faire sur la ferme, qu'est-ce qu'on peut faire qui aurait vraiment de l'impact économique pour la ferme, qui pourrait vraiment réduire les pesticides, puis aussi qu'est-ce qui est dangereux pour nos opérateurs puis nos consommateurs. Fait qu'on a identifié les insecticides et les dorifores. Donc, vraiment, les dorifores, c'est vraiment une drôle de bébite. Ils vont sortir des fossés au printemps, ils vont sortir de la terre, puis ils vont s'attaquer aux premiers plants qu'ils vont voir. Puis, des fois, ils vont voler, ils vont faire des infestations un peu partout, des foyers d'infestation. Ça complique un peu le dépistage quand ils font ça. Donc, mais ils ont un point faible, c'est qu'ils vont s'attaquer au même plan jusqu'à temps qu'ils le mangent au complet avant de changer. Fait que là, nous autres, ça nous donne le temps de les trouver puis les traiter. Donc, puis il faut savoir qu'on a l'équipement pour faire ça. Vous venez de voir l'arrosoir. Donc, sur cet arrosoir-là aussi, on a 2 systèmes de réservoirs. Donc, on n'est pas obligé de mélanger 2 produits ensemble pour faire des applications sur tout le terrain. Donc, à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines, on va passer pour traiter contre le mildiou dans les champs avec un fongicide. Puis, si on est capable de détecter en temps réel le dorifore, on pourrait, avec le 2e réservoir, juste en mettre où ce qu'ils sont. Puis, parce qu'il faut savoir que les dorifores, en 3 jours, ça va manger une plante. Puis des fois, ils mangent au fur et à mesure qu'ils sortent. Donc, on ne peut pas attendre une semaine. Il faut vraiment tout de suite. Donc, c'était vraiment le projet idéal pour ce genre de... Donc, tout ce qui nous manquait, entre autres, il nous manquait d'autres choses, mais il nous manquait de l'algorithme. Donc, l'objectif général, le grand objectif de ce projet-là, c'était de diminuer les pesticides. Puis si Dolbec baisse les pesticides, il n'y aurait pas grand impact. Nous, ce qu'on voyait, c'est que pour vraiment avoir un impact, il fallait que le projet ou l'algorithme soit disponible à tous les producteurs. Petits producteurs, gros producteurs, parce que si on laisse ça des mains de John Deere, ils vont nous arriver avec une caméra de 50 000 $, puis qu'il y a des gens qui seront pas, des producteurs qui ne sont pas capables de se le payer. Nous, ce qu'on voulait, c'est que ça soit disponible à tout le monde. Donc, petit arrosoir, gros arrosoir, tout le monde est capable d'installer ça, puis faire leurs affaires. Puis même, les dorifores ont la même face pas mal partout dans sa terre, puis les plants de pommes de terre se ressemblent pas mal toutes aussi. Donc, on aurait pu mettre ça sur la planète, puis vraiment avoir un gros impact. C'était ça l'idée. Donc, ici, j'ai un vidéo ici qui met en vedette quand même, et un étudiant gradué, Dominique Soupayé. C'est le même principe, peut-être ça flèche. On clique sur la flèche. Bon. On n'a pas de sens. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je sais pas, je pense que c'est pas toi. C'est pas moi, c'est toi. Là, pour vous détecter les dorifores dans des photos. Avec un drone, on va faire le tour des bordures du champ, on prend des images avec une résolution ultra fine de 1 mm à une hauteur à peu près de 15 mètres. Puis ces images sont traitées, puis on peut, avec une assez bonne précision, compter les individus qui sont visibles. Et ça, les individus sur la surface, c'est un indicateur de toute la population. Les résultats, à l'échelle des individus dorifores, ça tourne autour d'une précision entre 70 et 80 %. Puis, à l'échelle des foyers d'infestation, ça tourne autour de 90 %. Pour un champ, mettons, de 8 hectares, faire la bordure, c'est environ 2 lignes de vol, puis ça prendra environ 16 heures de traitement.
Donc, il existe déjà là, des caméras connectées après des buses là, que Trimble ont. Il existe déjà d'autres applications. Mais dans les doryphores ou dans les pommes de terre en général, peu de choses existent. C'est le marketing, hein, avec le gros logo à la fin, là. Ça, c'est pas nous autres, ça. OK. Donc, nos observations. Premièrement, on a eu vraiment des beaux résultats. Première des choses, c'est qu'on s'est aperçu qu'on était capable de prendre en photo des doryphores. Lorsque la caméra est en mouvement, puis une doryphore, c'est quand même petit, là. Puis là, il y a des larves et toutes sortes de choses, là. Mais en mouvement, à même vitesse qu'un arrosoir peut aller à 14 km/h. Ça, c'est vraiment une belle victoire. Ensuite, ils ont été capables. Là, excusez-moi, je résume beaucoup, hein. Je me fais surveiller. On est capable d'évaluer le nombre de doryphores aussi par zone, donc les seuils critiques. Donc ça, c'était vraiment important d'être capable de mesurer ça pour savoir si on traite ou on ne traite pas. OK? Puis ensuite, on a vraiment déterminé que la façon de faire, c'était avoir des caméras portées sur un arrosoir et non par un drone. Parce que on ne peut pas analyser puis revenir. Donc, logiquement, logistiquement, c'était pas viable. OK? Puis, on s'est aperçu aussi qu'avec notre autre projet d'intelligence artificielle au centre d'emballage pour le triage des pommes de terre, c'est possible de prendre en photo puis avoir une réponse tout de suite. Donc, il y a quelque chose à faire là. D'autres constats, c'est que avant de faire un projet en intelligence artificielle, c'est bon de faire des plus petits projets pour vérifier des choses. Pour pas se lancer dans des grosses dépenses, puis se rendre compte que c'est pas tout à fait la bonne caméra, ou bien on a trouvé des angles morts qu'on n'a pas pensé. Donc, c'est important de le faire. C'est ce qu'on a fait avec l'INRS. Ensuite, une chose qu'on a appris encore avec notre projet au centre d'emballage, c'est que lorsqu'on veut démarrer un projet pour construire un algorithme, c'est important d'avoir le budget pour être capable de terminer le projet d'un coup avec un prototype fonctionnel. Ça, c'est ce qu'on a appris. Donc, faire un bout de chemin, demander des subventions, revenir, c'est plus compliqué. Là, nous, ce qu'on a fait au centre d'emballage, c'est on a pris un groupe de programmeurs. Ça a pris 2 semaines de programmation. Après ça, on alimente l'algorithme, puis on s'en va avec ça. Puis, on a eu vraiment des meilleurs succès que si on le fait par petits bouts. Donc, aussi, il faut impliquer l'industrie là-dedans. Malheureusement, comme John Deere, là, nous autres, la présentation d'avant nous parle beaucoup, là. On est un peu pris avec eux autres, mais il faut quand même, puisqu'on est avec eux autres, on est quand même obligé de les impliquer pour être capable d'utiliser la technologie après. Puis aussi, ils vont nous apporter des façons de voir qu'on n'aurait pas pensé. Puis ils vont nous faire sauver du temps et probablement de l'argent aussi. Puis, dernière chose, c'est que ce genre de projet-là, on pourrait le voir aussi comme une commodité. Hein? Les algorithmes, aujourd'hui, là, tout le monde peut en faire là, si on a du budget, là, mais c'est vraiment une commodité. Donc, c'est quelque chose que nous, on voit ça pourrait être l'INRS, ça pourrait être l'IRDA, ça pourrait être le MAPAC, qui aurait une équipe de programmeurs qui pourrait faire des programmes qui seraient disponibles aux producteurs. Donc, année après année, on aurait l'outil pour réduire les pesticides. Donc, c'est beaucoup d'argent au début, mais on a au moins un outil qui serait récurrent année après année qui fonctionne pour réduire les pesticides. Bon, ben, quelques risques et limites. On a parlé qu'on est vraiment dépendant de la technologie. Puis on en est conscient. L'année passée, pendant qu'on plantait, il y a eu une tempête solaire, juste pour vous. Puis pendant 1 journée et demie, les tracteurs ont arrêté. À un moment donné, ils se sont mis à l'écrage dans le champ, on s'est demandé ce qui arrivait. C'est le satellite qui fonctionnait pas bien. Donc, il a fallu complètement arrêter de planter parce qu'on était complètement dépendant. On ne peut plus semer croche aujourd'hui. Sinon, tout le reste de nos opérations, le reste de l'année ne fonctionne plus.
Ensuite, il y a aussi le risque de centralisation puis la perte d'autonomie de nos données. Donc, évidemment, oui, on a accès à certaines données, mais on ne sait pas quelles données qu'on n'a pas accès. Ouais. Puis, il n'y a pas d'analyse de leur part. Nous, de notre part, on fait ce qu'on peut. Eux, de leur côté, inquiétez-vous pas, ils analysent nos données, puis ils savent quel tracteur qu'on va avoir besoin l'année prochaine, puis quelle vitesse où est-ce qu'on est en retard dans nos... Hein, ils en savent plus sur nous autres que nous-mêmes. Fait qu'ils s'en servent contre nous, des fois, probablement. Coût accessibilité, évidemment, que ça peut coûter très cher. OK? Tous nos tracteurs, nous autres, sont branchés, mais ça peut coûter cher. Donc, il y a vraiment un cleavage entre les plus petits producteurs qui ne peuvent pas utiliser toutes les technologies et les plus gros producteurs. Donc, il y a vraiment un fossé. Merci. Ensuite, développement en parallèle, parce que John Deere peut bien nous arriver avec l'année prochaine avec la solution. L'année passée, ils sont venus nous voir avec des caméras déjà sur un arrosoir pour les mauvaises herbes dans le maïs. Puis l'année prochaine, ça peut être aussi bien les dorifores qui vont avoir fait un algorithme, puis tout va être fait. Par contre, on va être obligé de payer année après année. Là, c'est ça. Ou on pourrait le faire nous-mêmes, puis se faire un algorithme québécois, puis on ne serait pas aussi dépendant de ces compagnies. On est rendu à la conclusion. Oui. C'est à toi, ça. Oui, je vais faire la conclusion. Donc, en conclusion, si on repasse toute juste la timeline de temps, ben, on se rend compte qu'on a beaucoup d'informations. C'est que c'est lourd, on a rendu qu'on a tellement d'informations que le cerveau humain est pas capable de gérer toute seule. Fait qu'il faut qu'on ait besoin d'aide. Ça va nous prendre des nouvelles compétences pour pouvoir nous aider là-dedans. Soit qu'on va aller chercher ces compétences-là à l'externe, soit qu'on va essayer d'évoluer dans notre métier, si on peut dire. Parce que on se le cachera pas, maintenant, le métier d'agronome, on n'a plus vraiment le choix de passer par l'analyse de données puis les stats géospatiales, quasiment. Donc, c'est ça. Puis j'ai l'impression aussi qu'on est un peu entre deux ères. C'est comme l'ère où on accumulait les données, on faisait rien avec. Là, on est comme dans l'ère où on sait qu'on les a, on sait qu'est-ce qu'on peut faire avec, puis on voit aussi le futur, on voit l'espoir, on voit le potentiel que l'intelligence artificielle est capable de nous fournir. Fait qu'on est comme entre les deux. On va-tu vraiment se forcer à essayer d'apprendre le logiciel R puis faire des analyses géospatiales, ou on va se dire, tu sais, on le sait que ça s'en vient, que probablement que, tu sais, on va avoir des chatbots qui vont nous dire, on va demander peut-être à John Deere demain matin qu'est-ce que je devrais faire dans mon champ. Tu sais, c'est peut-être lui qui va me le dire, tu sais, dans le fond. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, là. Fait que pour l'avenir, ben, j'aimerais ça. Si j'avais un souhait pour l'avenir, moi, j'aimerais ça que, au lieu que ça soit moi qui dise c'est quoi que j'aimerais ça analyser, j'aimerais ça que ça soit quelqu'un qui analyse toutes mes données puis qui me dise voici qu'est-ce que tu devrais te pencher, tu sais, mettons, puis qui me sortirait des pistes, en fait, de solutions que moi, je pourrais dire, ben, ça n'a pas rapport pantoute, ou ah ouais, tu sais, je pourrais peut-être aller investiguer ça. Fait que c'est un peu ça mon souhait pour l'avenir. Merci.